Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à mon espace santé pour les professionnels de santé libéraux. On va être assez nombreux ce soir, que ce soit côté intervenant que côté participant. Vous êtes déjà 340 connectés. Comme d'habitude, ce replay est enregistré, il sera disponible en replay. On vous mettra également à disposition le support de présentation. Et donc, comme on est nombreux, n'hésitez pas à bien poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on ne passe pas à côté. Voilà, on a 1 heure, ça va être très très dense. On va faire au maximum pour faire les présentations et répondre à vos questions. Et puis bon webinaire à tous. Je passe la main à Claire, je crois. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Claire Vigier, je travaille à la délégation ministérielle au numérique en santé au ministère de la Santé. On va donc déjà merci beaucoup d'être présent sur cet horaire un peu tardif. On essaie de trouver des créneaux qui soient accessibles un peu à tout le monde. Donc l'objet, c'est vraiment de vous refaire un tour d'horizon, mais de manière très concrète de mon espace santé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour les patients, mais aussi qu'est-ce que c'est, voilà, comment c'est accessible aujourd'hui pour les professionnels de santé. Donc on va très rapidement juste refaire un petit tour d'horizon sur l'histoire de mon espace santé, ce que c'est en termes de fonctionnalité, avec une petite démo pour vraiment, si vous n'avez pas déjà eu l'opportunité de le voir. Ensuite, on essaiera de rentrer un peu plus concrètement sur comment ça peut s'intégrer dans vos usages et outils du quotidien. On fera une démonstration de ce qui s'appelle le Web PSDMP, qui permet notamment de se connecter au dossier médical de mon espace santé à travers une interface, si ce n'est pas possible, par le biais de votre logiciel. Et après, on fera un petit zoom sur tout le sujet accompagnement, on va dire, des usagers et des professionnels de santé, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place pour essayer de contribuer à expliquer, former, sensibiliser. Donc, l'histoire de mon espace santé, on pensait que c'était assez important juste de le rappeler, parce que mon espace santé a un peu plus d'1 an. Le service a été ouvert en fin janvier de 2022. Pour autant, ça ne s'appuie pas sur rien. Mon espace santé, en fait, ça s'appuie sur quelque chose que probablement beaucoup d'entre vous connaissez déjà. C'est le dossier médical partagé, qui est un objet qui date de 2004 et qui finalement avait été construit comme le premier carnet de santé informatisé, sécurisé, accessible en ligne, et qui devait du coup contenir toutes les informations de santé de l'usager, donc ses comptes rendus, ses résultats, donc tous les documents de santé un peu importants que vous pouvez recevoir par le biais de vos professionnels de santé dans le cadre d'une prise en charge. Ça avait été vraiment conçu comme un outil au service de la coordination entre les professionnels de santé, en essayant notamment de favoriser le fait qu'on puisse avoir une vision partagée et consolidée dans le temps d'un dossier médical. Pour autant, je pense que beaucoup d'entre vous savez, ça a été le dossier médical partagé a rencontré un certain nombre de difficultés. Il y a une première difficulté qui était qu'il fallait créer proactivement son dossier médical partagé. Donc, il y a beaucoup d'usagers en fait, qui s'en étaient pas emparés, puis qui n'avaient peut-être pas vu la communication. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y avait beaucoup de DMP qui n'étaient pas créés. Du coup, lorsque les professionnels de santé voulaient l'alimenter, le dossier médical n'existait pas spécialement. Hop là. Non, Sandra, si tu bouges, ça bouge. C'est pas grave. Voilà, donc un certain nombre de ce que nous on appelait le cercle vicieux de l'alimentation, donc ils n'étaient pas créés, donc finalement les professionnels de santé n'avaient pas la démarche de consultation, parce que sinon, vu qu'il y en avait peu qui existaient à date. Et le deuxième enjeu, c'était autour de l'interopérabilité, donc c'est la capacité en fait des logiciels métiers des professionnels à communiquer directement avec ce dossier médical, où il y avait un faible niveau d'interopérabilité, peu de logiciels qui permettaient de facilement verser un document ou de consulter, et du coup ça rendait la chose assez complexe et rajoutait énormément on va dire, de surcharge administrative. Donc sur la base de ce constat, en 2019, il y a une loi qui est passée, la Organisation territoire de santé, qui permet en fait de revoir le périmètre du DMP historique, de l'élargir en renforçant, en fait, en lui offrant de nouveaux services qu'on va vous montrer, et surtout en prévoyant le fait de le généraliser à l'ensemble de la population, avec un droit d'opposition, on le verra, mais avec un mécanisme nouveau pour casser cette idée un peu de cercle vicieux, de dire il faut qu'on propose en tout cas à tous les Français par défaut d'en bénéficier, parce que ça va être un outil central pour la prévention, pour la coordination. Et il y a aussi un nouvel élément, en fait, un nouveau paradigme, c'est que vraiment on remet le patient au cœur du dispositif. C'est un outil de coordination très fort pour les professionnels, mais on veut vraiment donner la main au patient, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment aussi beaucoup sur l'ergonomie, on travaille sur le fait que le patient peut être acteur aussi de son dossier médical de manière très concrète. Donc, après, on va vraiment voir en détail dans l'application. Aujourd'hui, il y a 4 grandes fonctionnalités, il va y avoir 4 grandes fonctionnalités dans mon espace santé.
le dossier médical que j'évoquais, qui existe toujours, donc vous pouvez stocker vos différents documents de santé. On a rajouté un petit service supplémentaire qui est un profil médical que vous, en tant qu'usager, voilà, vous pouvez compléter, vous pouvez noter vos antécédents, vous pouvez retrouver vos vaccinations, vous pouvez retrouver vos directives anticipées, un certain nombre d'informations qui peuvent être très utiles et que vous pouvez du coup enregistrer et les rendre visibles à des professionnels de santé qui pourraient, par exemple, en avoir consulté voilà, en cas d'urgence, les éventuelles allergies que vous pourriez avoir ou des traitements que vous étiez déjà en train de prendre. Donc ça, c'est une petite, on va dire, surcouche qui apporte pas mal de valeur. Il y a un autre objet qui est nouveau, c'est la messagerie de santé. Et cette messagerie de santé, elle communique avec les messageries sécurisées qu'on appelle MS Santé. Donc ça, c'est vraiment complètement nouveau. Et l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a énormément d'échanges entre les professionnels et les patients qui passent aujourd'hui par des canaux mail, mais qui sont non sécurisés. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de s'appuyer, tout comme vous l'avez pour votre banque, pour échanger des données extrêmement confidentielles. Vos données de santé, c'est un objet confidentiel en tant qu'usager. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc, on a ouvert cette nouvelle interface. Autre élément, depuis novembre 2022, il y a un catalogue de services qui en fait référence un panel d'applications ou de services. Il y en a une vingtaine aujourd'hui qui respectent ce qu'on appelle des critères, un certain nombre de critères techniques, des critères en termes de sécurité, en termes d'interopérabilité, la capacité à échanger des données, et des critères éthiques. Et dans un deuxième temps, ce catalogue, il permettra, si le patient en est d'accord et s'il le souhaite, c'est une démarche proactive du patient, de pouvoir éventuellement partager des données qu'il a dans son espace santé vers cette application tierce ou à l'inverse d'une application, par exemple, de suivi de sa glycémie vers son dossier médical où il pourrait enregistrer l'évolution de ses mesures. Voilà. Il y a énormément de cas d'usage. On pourrait imaginer tout ce qui est autour des prises de rendez-vous, etc. Et ça fait le lien avec le dernier élément qui n'est pas encore accessible mais qui le sera prochainement. Il y a tout l'aspect agenda de santé. Donc, bientôt, vous pourrez disposer d'un agenda que vous pourrez remplir vous-même, rajouter des événements, mais aussi les hériter, on va dire, d'un service que vous auriez connecté. Donc, si vous avez plusieurs rendez-vous à venir, ça permet d'avoir un peu une vue consolidée de son parcours, on va dire, dans le futur, et aussi d'avoir des rappels. Et progressivement, on va aussi, pour des parcours qui sont un petit peu codifiés, par exemple la santé de l'enfant, demain, on fera en sorte que, voilà, si votre enfant a un espace santé, on vous rappelle les examens obligatoires qui sont recommandés par les autorités publiques. Voilà, il est éligible à 9 mois, c'est important qu'il fasse un bilan. On pourra aussi imaginer des rappels de prévention dans le cadre de ce parcours. Voilà, donc ça, c'était juste pour que vous ayez un peu la vision globale. Là, c'est plutôt côté usager, mais je pense que c'est important de bien comprendre. Et on a prévu, du coup, une petite démo vidéo. Donc ça, c'est Elodie pour la lancer. Parfait. Donc voilà, pour ceux qui l'ont encore jamais vu, donc on vous montre l'interface. Donc c'est sur application, mais c'est aussi sur Internet. Bien évidemment, l'application est ce qu'on appelle nous responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en fonction du type d'outils que vous pouvez utiliser. Donc là, vous êtes un peu dans la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, on voit plusieurs choses. Donc là, on voit déjà les derniers documents que vous pouvez avoir. Ça va un petit peu vite. On voit quelques informations. On a une petite rubrique qui s'appelle un peu à la une, sur laquelle aujourd'hui, on pousse de l'information assez générique, mais qu'on va essayer de personnaliser progressivement pour vous pousser des informations utiles selon l'âge, selon votre profil. Là, on est rentré dans le profil médical. Je vais faire un tout petit peu pause, qu'on est allé vite. Le profil médical, je vous l'expliquais, donc c'est là où vous voyez, on peut voir le suivi médical. Vous pouvez ouvrir, on va rentrer dedans, on retrouve différentes rubriques que vous pouvez compléter ou non. Bien évidemment, rien n'est obligatoire en tant que patient, mais c'est sûr, plus le dossier est complet, plus ça peut aussi aider pour les prises en charge. Donc, on retrouve suivi médical, facteur de risque. Donc, là, par exemple, j'ai ouvert la partie maladie et donc je peux remplir une maladie que j'ai depuis quand j'ai éventuellement cette maladie. Est-ce qu'elle est encore en cours? Est-ce qu'elle est héréditaire? Voilà, je peux noter un certain nombre d'informations de manière simplifiée. On a essayé d'illustrer avec des exemples pour pouvoir, on va dire, expliciter. Voilà. Mais c'est vraiment à la main du patient. Donc, on n'a pas aujourd'hui de codification pour le moment, en tout cas pour ces éléments-là. On peut retrouver les vaccinations. Là, je fais juste un micro-point sur les vaccinations. Vous pouvez saisir une vaccination vous-même manuellement. Vous pouvez scanner la boîte, notamment, vous pourrez bientôt scanner avec votre téléphone la boîte de votre
vaccin et ça va pré-remplir les différents champs. Mais surtout, demain, ça va être aussi pré-rempli si vous faites vacciner par un professionnel de santé qui a un logiciel compatible. Donc, il pourra notamment ajouter une vaccination et vous pouvez télécharger vraiment votre carnet de vaccination. C'est notamment très utile, on pense aux enfants, mais pas seulement. Et on a aussi d'ailleurs intégré un petit moteur de recommandation des prochaines vaccinations à faire en fonction de votre âge. Donc, vous avez des recommandations, notamment très importantes pour les enfants. Pour les adultes, si vous avez un stand de vaccination, il y en a probablement moins. Et on a des éléments de recommandation. Ouais, vous voyez d'autres rubriques, vous pouvez la poids, taille, vous pouvez personnaliser ces différentes mesures en fonction si vous voulez suivre votre glycémie, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Et on a d'ailleurs intégré récemment les courbes de croissance dans les mesures de l'enfant, qui sont vraiment normées par l'INSERM. Là, il y a toute une rubrique, vous pouvez gérer un petit peu votre entourage, décrire vos proches, décrire vos professionnels de santé, vos directives anticipées. Ça va un petit peu vite, je suis désolée, hein, c'est assez difficile c'est aussi pour vous donner une vision un petit peu rapide. Donc, vous pouvez soit saisir dans le cadre d'un formulaire vos directives anticipées, ou vous pouvez aussi télécharger, par exemple, des directives que vous auriez rédigées au préalable, avec l'aide d'une personne. Donc, on voit la partie ajouter un document ou finalement saisir mes directives anticipées manuellement. On peut aussi... Là, on arrive dans la rubrique des dossiers médicaux. Donc là, vraiment, c'est assez à votre main. Donc là, vous allez retrouver soit les documents que vous avez ajoutés vous-même, soit les documents qui ont été ajoutés par un professionnel de santé. On va y revenir sur comment on fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Donc, vous voyez, on peut retrouver les informations, le type du document, on peut voir qui l'a ajouté, quel type de document c'est, et on peut aussi gérer un peu nos dossiers. C'est-à-dire que c'est à notre main, on nous les verse, mais après, on peut aussi les reclasser dans différents dossiers qu'on peut renommer s'il y a un enjeu, notamment pour des personnes qui pourraient avoir un certain nombre de documents. On peut les consulter assez rapidement et on peut, dans certains cas de figure, on en reparlera notamment dans les pharmacies, partager des documents de manière proactive par le biais de la messagerie sécurisée. Donc voilà, c'est un exemple où là, on a voulu ajouter un document où on peut du coup modifier ajouter assez facilement la date du document, le nom du document, on veut le classifier et on y reviendra. On peut vraiment paramétrer la confidentialité d'un document entre est-ce qu'il est visible par les professionnels ou est-ce qu'il est masqué aux professionnels de santé, parce que vous pouvez très bien vouloir que certaines données ne soient pas visibles par les professionnels de santé. Là, vous voyez l'interface de la messagerie. Donc là, elle est c'est passé assez vite, mais aujourd'hui, la plupart des personnes ont probablement pas de message ou juste le premier message de bienvenue. Mais donc, vous pourrez, là, c'est un exemple, vous pouvez voir un échange, par exemple, entre un professionnel de santé qui a initié, ça, on y reviendra, une conversation, mais c'est uniquement le professionnel de santé qui peut initier la conversation. N'importe quel patient ne peut pas écrire à un professionnel de santé. Mais à partir du moment où vous avez initié la conversation et que vous n'avez pas fait une action spécifique pour la clôturer, un patient peut vous répondre. Et là, ce qui était illustré, c'était par exemple, le patient pouvait répondre en transmettant un document de santé ou un résultat d'analyse qu'il a pu avoir en amont d'une consultation. Là, ce que vous retrouvez, c'est la partie notification. Donc ça, c'est très présent, notamment lorsque vous avez l'application. L'idée, c'est qu'on puisse... alors pareil, vous pouvez aussi paramétrer ou pas ces éléments-là, mais on essaie d'avoir une transparence importante sur les actions qui se produisent sur mon espace santé. On pourrait y revenir, mais vous êtes notifié par email sur un certain nombre d'actions qui peuvent être faites par des professionnels. Et vous avez également, à travers l'application, ce qu'on appelle un peu une push notif, donc une notification sur votre smartphone qui vous invite à ouvrir le centre de notification avec des informations, par exemple, sur un professionnel qui aurait modifié un document. Donc, on a une granularité fine sur ce qui a pu être fait sur le dossier. C'est un peu aussi un critère de transparence et de confiance. Et vous pouvez, en un clic, voir le document, éventuellement répondre et faire un certain nombre d'actions. Voilà, donc là, on voit qu'on peut avoir plusieurs profils de rattachés, bien évidemment. Si vous êtes parent de plusieurs enfants, vous pouvez gérer plusieurs enfants et on travaillera à terme aussi sur les mécanismes pour donner accès à des aidants. Et là, c'est une vision, alors elle est non exhaustive, parce que on est sur un mode invité. On a cliqué sur le catalogue de services, donc c'est un peu un exemple de présentation de services. Ce n'est pas des vrais services, ceux-là. Aujourd'hui, on a une vingtaine de services qui sont référencés et donc sur lesquels vous pouvez avoir un petit descriptif et où bientôt, d'ici la fin de l'année, on pourra
choisir ou non de partager éventuellement des données avec ces services tiers. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon, donc c'était un petit peu rapide, on pourra y revenir, mais comme on a encore pas mal de choses à vous partager, du coup, je vais passer la main. On voulait vous faire un petit zoom, parce que c'est que c'est un sujet d'attention sur la sécurité. Ouais. Je reprends la main. Vous m'entendez bien, du coup? Allô? Est-ce que vous On m'entendez? t'entend bien, Saïd, vas-y. Ouais, Oui, ok. très bien. Alors, juste un petit rappel, en fait, sur la sécurité et la gestion des données personnelles, dans le cadre de mon espace santé. Donc, premier élément important, les données, donc, concernant mon espace santé sont bien hébergées en France et pas auprès de GAFA en Californie, donc par les prestataires de l'assurance maladie sur des infrastructures dédiées, donc tout en respectant aussi ce qu'on appelle les normes HDS. Deuxième élément important, donc mon espace santé fait l'objet d'un encadrement réglementaire strict sur le traitement et la gestion des données personnelles des utilisateurs. Alors concrètement, à la loi qui précise que les finalités de mon espace santé, donc en termes d'utilisation et de traitement des données, tout cela est bien encadré par des textes, décrets et arrêtés, sous avis et sous contrôle effectivement de la CNIL. Dernier élément, donc seuls les usagers ou les représentants légaux de ces derniers, ainsi que les professionnels de santé habilités, donc qui prennent en charge les fameux patients, ont accès à mon espace santé. Et on vous a remis effectivement un élément aussi qui nous semblait important en termes d'évolution. Donc très prochainement, le patient pourra aussi choisir de partager un document ou une mesure de santé stocké dans son profil Mon Espace Santé, dans le cadre des applications, comme l'a présenté Claire, en tout cas référencées dans le catalogue de services. Aucun autre acteur ne peut accéder aux données médicales stockées dans Mon Espace Santé, à part les personnes dont on vient de parler. On peut passer à la suite. Alors, concernant les chiffres au niveau national, donc 69 millions de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie français ont été informés, donc pour 70% d'entre eux par mail et 23% par courrier, donc de la création automatique, ce qu'on a appelé l'opt-out de leur profil de Mon Espace Santé. Donc, moins de 2%, alors ce qui est extrêmement positif, c'est qu'en termes d'opposition, moins de 2% des personnes se sont opposées à la création de leur espace. Et depuis la mi-juillet, donc ce qui représente 66 millions d'assurés qui en sont désormais dotés. Ce qui signifie au bas mot, donc plus de 90% des Français peuvent d'ores et déjà recevoir un document de santé ou un message à la sortie d'un épisode de soins. Et 8,7 millions d'usagers ont déjà activé le service, soit 13% des personnes qui sont citées au-dessus. Et chaque mois, on a une dynamique extrêmement positive, puisque plus de 200 000 activations par mois constatées sur les 3 derniers mois glissants. Alors, côté usage, on a plus de 25% des citoyens qui ont commencé à remplir leur profil médical. Alors, j'exclus la rubrique mesures, dont vous a parlé Claire tout à l'heure. Donc là, ça concerne uniquement l'alimentation pour les rubriques hospitalisation, par exemple, maladie et sujets de santé. Et effectivement, plus de 40% d'entre eux ont ajouté au moins une mesure, donc soit une mesure de poids, de taille, de tension, donc dans Mon Espace Santé. Je vais laisser la parole du coup à ma collègue Stéphanie qui va vous parler des évolutions concernant Mon Espace Santé. Merci. Donc, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Claire, Mon Espace Santé, c'est vraiment un produit qui est en constante évolution dans le but d'améliorer sa performance, sa qualité, mais aussi son ergonomie et de s'adapter au mieux aux besoins de terrain et donc aux besoins des professionnels de santé, mais aussi des usagers. Donc, on a eu déjà un certain nombre de grandes évolutions depuis le début de l'année 2023. Donc, la dernière qui a été mise en production courant mai, la deuxième quinzaine de mai, et qui consiste en fait à la possibilité donnée à l'usager d'envoyer ses ordonnances en amont de sa visite à l'officine, donc à son initiative. Donc, vous verrez l'envoi de messages, vous verrez dans les slides suivantes, normalement est à l'initiative des professionnels, mais nous avons développé cette nouvelle fonctionnalité qui permettra au patient de transmettre son ordonnance en amont de sa venue. Des évolutions sur une connexion plus simplifiée, donc la biométrie sur l'application mobile, la possibilité de se connecter via France Connect, des évolutions qui concernent l'amélioration du profil médical, donc les enrichissements de la rubrique mesures dont vous a parlé Saïd juste avant, donc ajout de nouvelles mesures, ajout de graphiques visuels, notamment les courbes de croissance et possibilité de personnaliser son tableau de bord, personnalisation du profil, donc en fonction notamment de l'âge du détenteur du profil Mon Espace Santé et amélioration des notifications. Donc, on a tout un travail qui a été fait et qui est encore en cours et qui sera encore en cours pour améliorer
et le fond et la forme de toutes les notifications qui sont transmises à l'usager, aussi bien sur l'application que par email. Au niveau des grandes évolutions à venir, donc une évolution prochaine, remontée automatique du médecin traitant via les bases de l'assurance maladie, donc la rubrique professionnelle de santé sera automatiquement complétée par le médecin traitant que l'usager a déclaré auprès de l'assurance maladie. Des évolutions à venir sur tout ce qui est information et préparation pour les bilans aux âges clés, donc au travers la mise en production de questionnaires, des évolutions sur le contenu de prévention qui va être personnalisé en fonction de l'âge, en fonction du sexe du patient, l'ouverture qu'évoquait tout à l'heure Claire Vigier de l'agenda de santé, l'ouverture des échanges de données qu'on a aussi évoqué tout à l'heure pour améliorer la qualité des données contenues dans le profil Mon Espace Santé, et tout un travail autour de la délégation d'accès aux aidants avec de nombreux ateliers en cours au niveau national et qui permettent de cadrer réglementairement le futur accès aux aidants, notamment pour les personnes âgées. Donc, je te redonne la main, je pense, ouais. Claire. Oui, je pense qu'on va répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, vous voulez savoir comment ça s'intègre, notamment avec les logiciels, mais je pense que c'était important. On avait besoin de remontrer, parce que pour avoir fait pas mal de démos, on a souvent aussi la question pour se projeter. Je pense que c'est important de voir le volet patient. Comment ça va marcher concrètement? Donc, il y a quelque chose qui est un peu nouveau là par rapport au DMP dont on vous parlait, c'est que pour que ça fonctionne, ce partage des données de santé, fallait qu'on crée un service public ergonomique, qui soit accessible à tous, qui évolue, et il va continuer à évoluer en continu. Donc ça, c'est Mon Espace Santé. Mais il y a un enjeu qui est hyper fort, c'est il faut qu'on fasse en sorte que tous les logiciels métiers, quel que soit le type de profession, parce que c'est pas les mêmes dans une pharmacie, chez un médecin de ville, à l'hôpital, en fait, ils puissent communiquer facilement avec Mon Espace Santé par le biais de la messagerie, et surtout pour verser des documents de manière automatique. Donc ça, c'est tout un programme qui est financé notamment par l'Union européenne. C'est presque 2 milliards d'euros sur 5 ans, parce que c'est quelque chose où on en est presque qu'au début, qui vise pour lequel on a travaillé en fait avec des acteurs métiers, donc des médecins par exemple pour la médecine de ville, les éditeurs de logiciels, pour essayer de dire ok, il faut que vos logiciels ils évoluent, il faut qu'ils intègrent un certain nombre de choses, notamment la connexion au DMP qui soit simple et automatique. Il faut que vous embarquiez ProSanté Connect pour éviter que demain les professionnels de santé se reconnectent, s'authentifient sur différents services. Un certain nombre d'exigences d'évolution. Et du coup, c'est l'État qui finance. Donc, il y avait tout un dispositif qu'on appelle... Le dispositif Nous Sons, c'est en fait système ouvert non sélectif, c'est-à-dire qu'il y avait aussi la possibilité de changer de logiciel par ce biais-là. Nous, on ne subventionnait pas un éditeur plutôt qu'un autre. C'est à la main du professionnel de choisir auprès de quel éditeur il voulait cette évolution logicielle. Mais du coup, on a financé le fait que les éditeurs fassent des évolutions logicielles, les développent. On a vérifié normalement la conformité, qu'ils aient bien fait ces évolutions-là. Et ensuite, ils doivent les déployer, c'est-à-dire faire les mises à jour sur le terrain. Et là, on est un peu dans cette phase de mise à jour, et on va y revenir, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés, et on est en train d'essayer d'y répondre. Mais c'est vraiment un des éléments structurants, c'est qu'on est totalement conscient que s'il y avait une double saisie, c'est-à-dire que vraiment, ça n'allait pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est lorsque vous faites l'ordonnance et que vous la validez, que ça parte de manière quasi transparente, sans avoir d'effort. On y reviendra sur la vaccination. Donc, il y a un certain nombre de documents clés qui ont été identifiés, le volet de synthèse médicale. Et pareil, ça, c'est secteur par secteur. Le deuxième sujet, c'est qu'on a mis en place des dispositifs financiers pour essayer d'encourager, parce qu'on sait que ça a aussi des changements organisationnels, de pratiques. Donc, il y a eu notamment des choses qui ont été faites à l'hôpital. Il y a l'avenant 9 pour les médecins libéraux là, qui définit des financements liés à des cibles d'usage, donc des usages numériques qu'on va mesurer à la fin de l'année. Et après, il y a des obligations réglementaires, c'est-à-dire que les textes qui disent, il y a un arrêté qui précise quels sont les documents qui doivent être versés. C'est le droit du patient d'avoir ces documents de santé dans son profil Mon Espace Santé. S'il s'est opposé, bien évidemment, de les avoir sous un format non papier. Donc, concrètement, il n'y a pas de nouvel outil à prendre en main. L'objectif, c'est qu'en cible, vous voyez bien à gauche, c'est l'usager, il a le dossier médical de Mon Espace Santé, la messagerie sécurisée, c'est son interface. Côté professionnel, en fait, ça se passe soit par le biais du logiciel, notamment s'il est déjà ce qu'on appelle compatible Ségur. On y reviendra, il y a des calendriers un peu différents. Et si jamais il n'est pas encore compatible Ségur, et c'est pour ça qu'on a prévu une petite démo, il y a déjà une interface qui permet d'ajouter la vaccination, d'ajouter des documents par le biais de dmp.fr, qui est vraiment le côté professionnel du dossier médical. Mais l'idée, c'est qu'en cible, et c'est en train de se mettre en place sur le terrain,
tout passe par le biais du logiciel métier. C'est vraiment dans ce qu'on appelle de l'intégrer logiciel. Et c'est la même chose pour la messagerie. Vous n'allez pas avoir une nouvelle messagerie. La messagerie sécurisée de santé, elle était encore faiblement déployée, mais il y avait quand même un certain nombre d'acteurs qui commençaient à l'utiliser. L'idée, c'est de communiquer à travers votre messagerie sécurisée et aussi qu'en cible, on l'intègre de plus en plus dans vos logiciels métiers pour que ça fasse le lien entre les dossiers, etc. Donc, on pourra y revenir de manière très concrète. Voilà, donc ça, c'est un des facteurs qui fait que demain, nous, on est convaincus que ça va fonctionner. Et ça, c'était pour l'illustrer avec quelques chiffres. Ah, on va y revenir sur la partie. Voilà, c'est que Stéphanie, elle a mis. On va peut-être comment accéder. Sur la partie quelques chiffres, donc pour montrer que. Pour revenir sur le DMP, historiquement, il y a eu 10 millions de documents qui avaient été versés en près de 15 ans. Là, on est plutôt à un rythme on a 10 millions de documents qui sont versés finalement chaque mois dans l'espace santé. Donc, on est dans une phase, Saïd vous l'a dit, on n'a encore que 13% de la population qui s'en est emparée, qui l'a activé. Pareil, on a progressivement aussi les acteurs de santé avec le déploiement de ces solutions, avec aussi un temps d'appropriation qui est nécessaire. C'est en train de se mettre en place de manière concrète. Le fait, en tout cas, de pouvoir verser les documents de manière simple pour les professionnels de santé. Peut-être d'ailleurs, on fera un petit zoom juste sur la vague 2, la nouvelle évolution logicielle, sur la partie consultation qui, je pense, est importante. Ouais, là, c'est un exemple, c'est chiffré et découpé où on voyait un petit peu les différents secteurs, voilà, un peu les volumétries de documents qui peuvent être versés, mais on voit que ça progresse sur l'ensemble des secteurs d'activité avec un effort ou une vigilance toute particulière pour que ça ne rajoute pas de charge sur le terrain aujourd'hui. Alors, la porte d'entrée des fonctionnalités et d'alimentation de mon espace santé, c'est de s'assurer de l'identité du patient, pas de l'identité de la personne qu'on a en face de soi, qu'on connaît, qu'on traite tous les jours, mais de son identité numérique. Parce qu'on voit bien actuellement que quand on reçoit un compte-rendu qui vient de l'hôpital d'à côté, ou bien qu'on partage une ordonnance, parfois une même personne peut avoir plusieurs identités entre le nom d'usage, le nom de jeune fille, des personnes qui parfois ont des noms de famille qui s'inversent, le deuxième prénom qui est utilisé comme premier prénom. Il y a des vraies difficultés à pouvoir s'assurer de l'identité de la personne qu'on a en face de soi et de cette identité numérique en particulier, surtout si on veut assurer un partage fluide et sécuriser des données de santé. Il faut qu'on soit sûr qu'on partage la même identité de la personne. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'intérêt de l'identité, de savoir qui est la personne qu'on a en face de soi, il y a ce qu'on appelle l'identité nationale de santé, qui est l'identité numérique de la personne. Et l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on rapproche bien ces deux identités. Et donc, quand on voit un patient et qu'on a un logiciel qui dispose de toutes les fonctionnalités qui permettent de le faire, donc les fonctionnalités Ségur qu'évoquait à l'instant Claire, donc on peut rapprocher l'identité numérique de la personne de l'identité de la personne qu'on a en face de soi. Donc comment ça marche? En fait, dans un premier temps, on appelle un téléservice qui est fourni par l'assurance maladie, qui s'appelle INSI pour téléservice de l'assurance maladie. Donc soit on met la carte vitale et ça appelle automatiquement ce téléservice, soit on rentre les traits de la personne avec un certain nombre de traits obligatoires, le nom de naissance, le prénom de naissance, le sexe et la date de naissance. Et donc on appelle ce téléservice qui va nous renvoyer des informations. Soit il a retrouvé une seule personne qui correspond à cette identité et donc il la propose et on dit bah oui c'est bien effectivement Monsieur Dupont que j'ai en face de moi et je peux récupérer cette identité dans mon logiciel et cette identité va venir écraser l'identité que j'avais dans mon logiciel. Soit c'est une identité, il n'a pas réussi à identifier l'identité, soit il y a plusieurs identités qui existent, du coup il y a des éléments qu'on peut venir compléter en ajoutant par exemple le lieu de naissance, ou bien s'il n'y a pas d'identité retrouvée, peut-être qu'il y a une erreur dans la saisie qu'on a fait dans notre famille, et donc on récupère une seule identité, et parfois ça donne des situations cocasses où on dit bah en fait, Madame Martin que vous connaissez, bah, votre nom de jeune fille, c'est Madame François, tiens, mais bon, c'est bien vous. Bah, sachez que désormais, pour tous les professionnels de santé qui vous verront aussi bien à l'hôpital que dans votre officine, que dans votre cabinet de radio, que dans le cabinet de votre médecin traitant et de votre spécialiste, vous serez en première intention Madame François. Donc cette identité nationale de santé, c'est vraiment un élément très fort parce que pour nous, c'est la pierre angulaire qui permet de véritablement sécuriser la situation de la personne qu'on a en face de soi et de s'assurer de son identité. Alors, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour les professionnels. Il y a normalement le contrôle de la pièce d'identité de la personne qu'on a en face de soi, la vérification.
Et donc, cette vérification de la pièce d'identité est quelque chose que souvent les professionnels, notamment libéraux, qui ont ce rapport intime au sein de leur cabinet, nous disent comme n'étant pas quelque chose d'approprié. Alors, il y a une procédure d'exception qui a pu être proposée, que vous trouvez d'ailleurs au sein de vos logiciels maintenant, s'ils sont Ségur et si vous disposez d'un logiciel Ségur en train dans votre cabinet, où on dit que, en fait, j'atteste. Il y a une situation où je dis, je qualifie moi-même l'INS, donc je récupère sa identité, j'atteste que je connais bien cette personne que j'ai en face de moi, et je réalise, et je connais cette personne. Donc ces 3 conditions qui sont souvent réunies dans le contexte de la médecine libérale, ce qu'on appelle une procédure d'exception, donc la vérification de l'identité de la personne sans nécessairement son contrôle, parce qu'on a cette connaissance intime de la personne qui permet d'attester son identité, et une exception qu'on a prise spécifiquement pour la médecine libérale et pour contourner cette difficulté de principe que pouvaient avoir certains professionnels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient sages-femmes ou dentistes ou autres. Donc actuellement, c'est essentiellement les médecins qui ont cette possibilité dans leur logiciel. On sait que les situations où il y a un secrétariat médical ne sera pas concerné, parce que donc, le secrétariat, normalement, a la capacité administrative de le faire et n'a pas la même connaissance intime du patient. Et puis, du coup, dans les secteurs où il y a un secrétariat dédié, par exemple la biologie, les laboratoires de biologie ou les cabinets de radiologie, on reste sur la procédure nominale, donc avec vérification des documents d'identité. Et on voit qu'actuellement, il y a une vraie acculturation, une communication au grand public qui a pu être proposée avec des affiches qu'on pourra mettre à votre disposition dans des liens qui vous seront proposés, qui existent et qui, d'ailleurs, les patients voient de plus en plus quand ils vont maintenant dans les structures de santé, et qui font que c'est plus une surprise maintenant pour le patient de donner son document d'identité. Pour autant, cette procédure d'exception permet parfois de faciliter la vie des professionnels au quotidien pour ces qualifications de l'INS, qui est quelque chose de nouveau à appréhender, on le sait, mais on voit petit à petit c'est en train de se faire. Alors, au-delà de cette difficulté concernant l'INS, en fait, on s'est rendu compte que sur le terrain, c'était pas toujours extrêmement facile de s'approprier tous ces éléments, que c'était des notions qui étaient souvent très nouvelles pour les professionnels. Comment je fais pour alimenter mon espace santé, comment je fais pour intégrer un résultat de biologie que j'ai reçu par un AMS santé. Et puis, donc, on a mis à jour, ce que disait Claire, cette mise à jour de l'ensemble des logiciels des professionnels de France, alors aussi bien à l'hôpital qu'en radiologie, qu'en officine, mais aussi en médecine de ville. C'est quelque chose qui a beaucoup secoué vos logiciels, et donc, même si vos éditeurs de logiciels sont parfois des extrêmement compétents, là, ça a été beaucoup de nouveautés à intégrer, et tout ça a fait que ça a pas mal secoué les logiciels. Et donc, on a eu toute une démarche pour aller sur le terrain, voir auprès de vous, d'un certain nombre d'entre vous professionnels, comment ça se passait, comment vous pouviez vous servir de logiciels, ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait moins bien marcher. On a été voir avec les éditeurs, parfois tous ensemble, pour voir comment on pouvait améliorer les solutions. C'est ce qu'on appelle la démarche sentinelle, une démarche vraiment proactive, pour comprendre ce qui marche moins bien, et quand ça marche moins bien, proposer des facilitations au sein de vos logiciels. Alors, donc, on a parlé de cette procédure d'exception pour l'INS. On s'est également intéressé à l'ergonomie des logiciels pour améliorer la fluidité d'un certain nombre de logiciels, même s'ils avaient eu le référencement Ségur. Actuellement, on est également en train de travailler sur les difficultés qu'il peut y avoir autour de la messagerie sécurisée de santé, avec notamment par exemple des enjeux de délégation, soit le secrétariat, soit un confrère pendant mes congés, soit par exemple également la question de messagerie sécurisée, mais de cabinet. Actuellement, c'est quelque chose qui était possible à l'hôpital, qui n'était pas possible au sein d'un cabinet, même quand on avait une prise en charge complètement mutualisée, par exemple dans un cabinet infirmier, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille activement pour identifier tous ces irritants et venir petit à petit les lisser pour que l'usage soit le plus fluide possible. Il y a eu pas mal de questions dans le chat autour de ces professions qui n'ont pas été concernées par les premières vagues du Ségur, mais qui évidemment sont des professions, et dont certains d'entre vous libéraux sont présents ici, sont concernés par ces enjeux d'échange de données de santé.
ont besoin d'avoir les informations pour bien prendre en charge les patients et peuvent amener des informations importantes également pour la coordination. Donc, au-delà des couloirs sanitaires historiques que j'évoquais, l'hôpital, la biologie, la radiologie, il y a également des couloirs qui sont en train de s'ouvrir sur lesquels on est en train de travailler en concertation avec à la fois les professionnels et les éditeurs et tous ensemble pour ouvrir des couloirs pour les infirmiers, donc aussi bien les infirmiers dans l'activité libérale classique que les IPA, les chirurgiens dentistes, les kinés, les orthophonistes, les orthoptistes, les sages-femmes, évidemment, oui, j'ai dit les sages-femmes, et les pédicures podologues que je ne vois pas sur l'ADIA, mais qui m'en voudront, mais qui sont évidemment très actifs dans cette démarche. Et donc l'objectif, c'est que ces professionnels de santé puissent avoir accès aux informations directement depuis leur logiciel. Pour autant, il est possible, avant même d'avoir ces logiciels mis à jour Ségur, notamment via dmp.fr, dans lequel on verra une démonstration dans un instant, d'avoir accès d'ores et déjà à un certain nombre d'éléments au dossier médical partagé de votre patient qui est au sein de mon espace santé, pour que vous puissiez dès maintenant vous approprier ces usages et avoir accès aux informations, aux documents clés qui y sont et dont vous pouvez avoir besoin. Peut-être que ça vaut le coup juste qu'on reclarifie, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'a peut-être pas été assez précis, genre sur c'est quoi les prérequis pour accéder au dossier médical. En fait, c'est expliqué, on a essayé de le dire. Donc, il y a 2 moyens d'accès. Soit votre logiciel vous permet déjà de le faire, notamment s'il est compatible Ségur, notamment s'il a déjà embarqué un certain niveau d'intégration. Donc, c'est le cas, par exemple, le logiciel de médecine de ville, même si l'intégration de ce qu'on appelle la consultation du dossier n'est pas encore optimale. Soit vous passez par ce fameux web PSDMP. Ça, c'est le premier élément. C'est la porte d'entrée. Après, la deuxième question, c'est comment vous y accédez. Donc, il y a un premier prérequis. Faut que vous soyez authentifié en tant que professionnel de santé et qu'en tant que professionnel de santé, vous soyez autorisé. Donc ça, c'est lié on a une matrice d'habilitation, on pourra vous repartager le lien, juste qui définit quels sont les professionnels de santé aujourd'hui qui ont le droit d'accéder au dossier médical des usagers de manière, on va dire, générique. Donc, et surtout, c'est vraiment une matrice qui est définie à la maille du document parce qu'on estime que par profession, les besoins ne sont pas spécialement les mêmes. C'est des choses qui ont été discutées avec tous les ordres professionnels, qui ont été consultés. Donc, par exemple, voilà, certains comptes rendus ne seront pas visibles par l'orthoptiste, d'autres par le podologue ou par exemple, le médecin généraliste va avoir la possibilité d'avoir accédé à l'ensemble des documents. Donc ça, c'est juste l'information globale. Après, il faut que vous pouvez connecter avec notamment votre CPS ou votre ICPS, donc par le biais de ProSanté Connect, donc qui vous authentifie. Donc c'est une authentification directe. Il faut vraiment qu'on voit on identifie bien que ce soit vous. Et l'autre élément important à avoir en tête, c'est qu'il faut que vous informiez le patient au préalable en disant bah voilà, madame machin, je vais avoir besoin de consulter les données de votre DMP, enfin de votre espace santé. Est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, une première fois, il faut au moins informer le patient. Il a un droit d'opposition. Mais après, là, les règles qui s'appliquent, c'est la déontologie médicale. Et vraiment, il y a des sanctions pénales potentiellement très fortes si vous accédez au dossier médical d'un patient sans qu'il en ait le consentement. Et on va en reparler. Médical, c'est 1 an de prison. Enfin, c'est ce qu'on apprend dans nos études de médecine. Ouais, donc ça, je ne sais pas si c'est plus concret. Du coup, il y a vraiment ce prérequis. Il faudra vous authentifier avec votre CPS ou votre CPS, que ce soit sur le web PSDMP et qu'on va vous montrer juste maintenant, ou par le biais de votre logiciel. Et il faut cette information préalable du patient au moins une fois en disant, voilà, dans le cadre de votre prise en charge, même si le consentement, on le dit, normalement, il est présumé parce que c'est dans le cadre d'une prise en charge, mais c'est important, notamment la première fois pour la confiance et aussi parce que lui, il va avoir de l'information sur les actions que vous pouvez effectuer sur son dossier médical. Ah oui, tu as raison, j'étais en train de répondre aux questions sur le chat parce qu'on voit que vous avez posé énormément de questions et c'est extrêmement positif. On voit qu'il y a un vrai intérêt pour ces questions et du coup, j'avais très envie d'y répondre. Alors, en tant que professionnel, ce que vous pouvez faire, c'est donc déposer les documents dans le dossier médical de vos patients, donc soit via votre logiciel, ce que disait Claire, soit sur le site dmp.fr. On peut télécharger le document tout à l'heure. Je crois que Stéphanie, tu nous en feras une démonstration. Et donc, tous les documents médicaux classiques, aussi bien la prescription que le compte-rendu d'imagerie, que le compte-rendu de consultation, la lettre de liaison qui vient de l'hôpital, donc il faut tout type de documents. Quand le professionnel, cependant, a jugé qu'il n'était pas pertinent de mettre tel ou tel type de document qui comporte une information sensible ou qu'un patient a refusé d'alimenter ce document, on a le droit, en tant que professionnel, de ne pas le mettre. Pour autant, la loi nous incite à mettre tous les documents qui peuvent servir à la coordination, notamment des soins. Donc, on peut alimenter et on peut également consulter.
Et donc, actuellement, on voit qu'il y a de plus en plus d'alimentation et donc la consultation devient de plus en plus intéressante. Donc, pareil, on peut faire la consultation soit depuis son logiciel professionnel quand on dispose d'une version Ségur de son logiciel qui a déjà intégré la consultation du DMP et donc on pourra vous partager le lien des documents des logiciels référencés Ségur en médecine de ville. Donc, actuellement, on a aussi des logiciels référencés Ségur en officine, en biologie. Par contre, pour les nouvelles professions que j'ai évoquées tout à l'heure, les sages-femmes, les dentistes et les infirmiers et les paramèdes globalement, s'ils ne disposent pas d'un logiciel médical déjà référencé Ségur, on sait que certaines de ces professions ont des éditeurs qui ont déjà eu le référencement Ségur pour la médecine et donc ils peuvent proposer déjà les fonctionnalités Ségur, mais si leur logiciel n'a pas encore ces fonctionnalités, et donc ce sera dans le cadre de la vague Ségur à venir, dédiée à ces professions qu'on fera monter en capacité ces logiciels, du coup, il peut déjà se servir de DMP.fr. Donc actuellement, au quotidien, on voit que l'alimentation est de plus en plus fréquente et en consultation, du coup, quand je vais regarder, le patient va, mince, vous n'avez pas votre prise de sang, du coup, de plus en plus, je trouve les documents. Actuellement, j'estime à peu près une chance sur deux de trouver la biologie de mon patient ou le passage d'urgence dans l'hôpital d'à côté, donc on voit que ça se fait de plus en plus. Ce que vous pouvez faire également, c'est autour de la messagerie sécurisée de santé. Je voyais une question dans la messagerie sécurisée de santé sur des messageries historiques, telles que AppyCrypt et MonSysra, par exemple, qui ont vocation qui intègrent déjà l'espace de confiance de mon espace santé. Mon espace santé, c'est pas la messagerie sécurisée de santé, c'est pas une seule messagerie, c'est un ensemble de messageries sécurisées et dans lesquelles peuvent venir s'intégrer donc la version 2 d'AppyCrypt et MonSysra notamment, et puis de nombreux autres. Et donc finalement, peut-être que vous faites de la MSS sans le savoir. Ce qui est sûr, c'est que les échanges qu'il a pu y avoir pendant très longtemps par les Gmail, etc., on sait que c'est des usages qui persistent, mais qui sont considérés comme étant totalement non conformes et pourraient à terme devenir condamnables. Actuellement, les usages, on le sait, sont en train de se renforcer et tout le monde est en train de monter en compétence sur ces différentes fonctions socles. Donc, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on sait que, par exemple, la messagerie sécurisée de santé deviendra bientôt quelque chose qui sera impératif en utilisation et bientôt, le Gmail, ça pourra devenir compliqué. Alors ça, c'est pas moi, je crois que c'était Stéphanie qui évoquait le sujet du masquage des documents et de la confidentialité, qui est un sujet, je crois, qui préoccupe beaucoup les personnes en présence ce soir, à juste titre. Oui, bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter comment l'usager peut gérer ses accès aux données de santé. Donc, comment l'usager peut maîtriser justement sa confidentialité par rapport à ses données de santé. Donc, il a la possibilité de masquer ou rendre visible l'ensemble de ses documents. Donc, il a la possibilité à accéder sur son profil Mon Espace Santé dans les paramètres de son compte et de masquer l'ensemble des documents qu'il aura ajoutés aux professionnels de santé par défaut, sauf bien évidemment à l'auteur qui est lui le patient ou aux professionnels de santé administrateurs qui eux peuvent avoir accès à l'ensemble des documents. Il a également la possibilité, s'il le souhaite, de masquer ou rendre visible un seul document. Donc, il peut définir la confidentialité de chaque document en masquant ou en le rendant visible. Concernant l'historique d'activité, donc toutes les actions qui vont être réalisées par le professionnel de santé depuis le DMP concernant l'alimentation, la consultation sont automatiquement tracées et visibles par le patient. Donc il est notifié au premier accès d'un professionnel de santé à son DMP et à chaque ajout de document, du coup le patient est notifié de toute action qui a été réalisée par le professionnel, soit par une réception d'un mail par jour qui va actualiser justement toutes les actions qui ont été faites sur le dossier médical du patient. Du coup, on passe à la slide suivante. Donc là, c'est une démonstration qui a été effectuée sur un environnement de test du dossier médical partagé. Du coup, juste si on peut retourner à la slide. Voilà. Donc là, une démonstration a été faite pour vous montrer l'environnement du dossier médical partagé, comment faire pour alimenter et consulter un document.
Bonjour, Yesa Bonjour, Gapsi Yesa de la Gapsi Caisse de la nationale Caisse d'assurance nationale maladie. d'assurance Je suis en maladie. Je suis en charge de charge de l'accompagnement et du l'accompagnement déploiement et du du déploiement. numérique en santé auprès des professionnels de santé, plus particulièrement sur le dossier médical partagé. Je profite de ce webinaire pour vous faire une petite démonstration en vous partageant mon écran sur un environnement de test sur le site www.dnp.fr, à savoir que cet accès est totalement possible pour les professionnels de santé pour qui la migration vers le Ségur depuis leur logiciel métier n'est pas encore faite. Vous avez cette possibilité-là de pouvoir alimenter ou consulter le dossier de votre patient. Pour pouvoir s'identifier, j'ai deux moyens d'authentification. Donc, soit par une lecture de carte CPS ou depuis ProSanté Connect. Donc, actuellement, je suis en possession d'une carte CPS de test de pharmacie. Je clique sur CPS. Et là, vous avez trois possibilités afin de pouvoir identifier votre patient, soit par une lecture de carte vitale, soit par la saisie d'un INS ou éventuellement par critère d'identité en faisant une recherche par le nom et le prénom et l'année de naissance. Pour mon cas, j'ai un IR, donc un INS fictif, qui va me permettre de pouvoir continuer cette démonstration. Donc, sur cette partie-là, on voit bien le nom et le prénom et la date de naissance du patient avec l'information de DMP activée. Supposons que mon patient n'aurait pas eu de profil Mon Espace Santé de créer ou d'activer, j'aurais eu ici comme élément que le DMP aurait été inexistant ou fermé. Pour pouvoir accéder au DMP, je clique juste ici, accéder au DMP. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis directement sur le DMP avec, sur la page d'accueil, on retrouve l'ensemble des raccourcis vers toutes les fonctionnalités du DMP. Pour mon cas, j'ai besoin d'ajouter un document, j'ai juste à cliquer ici. Pour joindre un document, vous avez deux possibilités de le faire, soit joindre un fichier ou rédiger un document. Donc là, sur une rédaction de document, vous avez juste ici, sur ce texte libre-là, de pouvoir saisir votre compte rendu. Pour mon cas, je vais parcourir mon dossier afin de récupérer ma pièce jointe que je souhaite ajouter au dossier médical de mon patient. Voilà, je sélectionne le dossier. Type du document. Donc, vous voyez, il y a une petite étoile rouge. Donc, là où il y a cette étoile-là, c'est vraiment des informations nécessaires que vous deviez remplir. Donc, là, j'ai une liste déroulante avec plusieurs thématiques plutôt. Pour mon cas, je vais choisir synthèse. Là, je peux saisir un compte-rendu médical en tant que titre pour pouvoir pour que mon patient puisse le retrouver assez rapidement. Commentaires liés au document, vous pouvez ajouter des éléments, c'est optionnel, hein, voilà. Au sujet de l'auteur du document, donc là, en fait, ça va récupérer les informations de la CPS. Donc là, comme étant donné que je suis avec une CPS de test de pharmacie, donc j'ai l'information de la pharmacie. Et sur la confidentialité du document, du coup, nous avons ici quatre choix qui vont me permettre justement, tout dépend du patient qui est face à moi, de comment ce document, je souhaite le mettre en visible ou invisible ou éventuellement masqué. Alors, pour le cas contraire, j'ai document visible pour toute personne autorisée à accéder aux documents du dossier de votre patient. Donc, moi, je vais garder cette partie-là pour ajouter mon document. Mais éventuellement, vous avez la possibilité de rendre le document non visible par le patient en cas de diagnostic avec un confrère. Par exemple, voilà, vous souhaitez échanger avec un confrère avant de pouvoir annoncer la pathologie à votre patient. Vous pouvez lui masquer le document à votre patient, le rendre non visible et à ce moment-là, attendre le retour de votre confrère pour pouvoir par la suite, si vous voulez, le rendre visible ou faire l'annonce directement à votre patient. Vous avez également la possibilité de rendre le document masqué à l'ensemble des professionnels, sauf bien évidemment pour l'auteur du document ainsi que les professionnels administrateurs, si bien évidemment le patient a choisi d'en désigner un ou plusieurs depuis son profil Mon Espace Santé. Et éventuellement, ici, on a la possibilité de rendre le document invisible aux représentants légaux pour voilà, les patients mineurs qui ne souhaitent pas que ce document soit visible aux représentants légaux, simplement pour préserver le secret de ces informations. Donc là, j'ajoute mon document.
Et là, j'ai une demande de confirmation du document. En parallèle, vous aurez un aperçu de la pièce jointe qui s'ouvrira automatiquement pour s'assurer qu'on a ajouté le bon document. Donc là, je fais confirmer l'ajout de ce document. Et là, j'aurai la confirmation finale avec un récapitulatif de l'auteur du document qu'il a alimenté, le type de document ajouté, ainsi que le titre et la date de quand est-ce qu'il a été ajouté. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter un autre document pour ce patient si vous le souhaitez, ou lister l'ensemble des documents qui ont été ajoutés, ou vous faites un retour au récapitulatif. Donc là, je souhaite lister les documents ajoutés. Voilà, je retrouve ma synthèse et je vais profiter de cette occasion-là pour pouvoir consulter le document en question. Pour pouvoir consulter mon document, j'ai juste à cliquer ici sur synthèse et j'aurai justement la possibilité de pouvoir modifier mon document si je le souhaite, de pouvoir le télécharger si besoin, ou éventuellement, si je souhaite le supprimer, il est totalement possible en cliquant sur supprimer. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. N'hésitez pas, pour toute question relative au dossier médical partagé, de vous rapprocher auprès du délégué numérique en santé de votre région pour qu'il puisse vous accompagner et vous apporter tous les éléments nécessaires si vous avez des questions sur le déploiement du numérique en santé. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Juste, on reprendra, Marianne, on va laisser prendre la main, on reprendra 2-3 questions là, qui ont été beaucoup posées sur l'INS après coup. Et juste pour rappeler, hein, la MS Santé, on en a parlé à message sécurisé, parce qu'il y a plein de gens qui posent la question. Le patient ne peut pas vous écrire proactivement, c'est uniquement le professionnel qui peut initier la conversation. Hein, donc, c'est pour rassurer là, sur ceux qui demandent les demandes, les questions multiples. Je profite d'avoir le micro pour vous rappeler que c'est vraiment plus simple de poser les questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Ça permet de les tracer et d'apporter vraiment une réponse à tout le monde. Sinon, on en rate et vous voyez qu'elles sont nombreuses. Il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées sur la question, sur le point de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les patients et comment est-ce qu'on peut les amener à utiliser mon espace santé. L'objectif, c'est donc d'y répondre en quelques minutes. Alors, hop, pardon. Aujourd'hui, on a mis en place un dispositif qui s'appelle les coordinateurs Mon Espace Santé. C'est donc un poste financé dans chaque région qui est rattaché auprès des ARS ou des GRAD, des groupements d'appui au développement de la e-santé. Ces personnes-là, dans chaque région, elles ont pour objectif d'animer un réseau d'ambassadeurs Mon Espace Santé. Ce sont des volontaires qui, dans le cadre de leur mission du quotidien, réalisent des accompagnements auprès de personnes, soit dans le domaine de la santé, donc ça peut être par exemple un ou une secrétaire médicale, ou dans le domaine du numérique, ça peut être par exemple un médiateur numérique, et ensuite toute personne qui est intéressée par le sujet. Ces ambassadeurs-là reçoivent une formation qui leur permet après de réaliser des accompagnements pour Mon Espace Santé et des ateliers et des actions. Et c'est ça que vous voyez sur cette cartographie, sur cette carte de France avec quelques photos. On a en fait des actions qui sont très variées. Et c'est essayer de vous montrer un petit peu le panel auquel vous pourrez faire appel. Vous pouvez à la fois avoir des actions de sensibilisation qui sont réalisées pour plutôt des grandes masses, comme ce qui a été fait sur des plages en Occitanie au moment de l'été pour pouvoir sensibiliser aux enjeux de prévention autour de la baignade en plein été. Il y a aussi des ateliers d'accompagnement qui sont réalisés en établissement sanitaire, comme vous pouvez le voir par exemple en haut à droite, au sein d'un établissement de santé à Vesoul. Je vous encourage donc fortement à contacter ces adresses mail qui sont présentes sur la carte pour pouvoir demander éventuellement des actions de sensibilisation dans vos espaces dans lesquels vous exercez, que ce soit donc des maisons de santé ou des plus petites structures. Le coordinateur est à votre disposition pour pouvoir faire une action qui soit vraiment en cohérence avec vos envies et vos besoins. On vous a mis une cartographie, c'est une slide un petit peu indigeste, pardon, une diapositive, on nous a repris sur l'utilisation de l'anglais. Donc une diapositive un petit peu indigeste, mais c'était pour vous montrer aussi le chemin parcouru, c'est que à chaque fois que Mon Espace Santé avance, il y a aussi la partie accompagnement qui doit avancer. Donc on a eu le lancement de Mon Espace Santé il y a maintenant plus 1 an et demi, c'était donc en février 2022. Nous avions que 2 coordinateurs à l'époque, donc 2 régions couvertes. Aujourd'hui, nous avons les 18 qui sont couvertes. Donc, vous êtes dans la possibilité chacun de contacter un coordinateur pour réaliser des actions. Par ailleurs, on réalise aussi de nombreux déplacements en région pour pouvoir
créer des dialogues entre le monde souvent de la médiation numérique, donc ces fameux acteurs qui accompagnent les gens dans leur démarche du quotidien, et le monde de la santé. Ce sont 2 univers qui se connaissent pas très bien et qui se parlent pas beaucoup. Et les enjeux de la santé sont souvent très spécifiques, donc les médiateurs numériques sont ravis d'avoir quelques réponses là-dessus. On a aussi mis à votre disposition plusieurs outils pour que vous puissiez sensibiliser votre patientèle si jamais vous voulez avoir un rôle un peu plus proactif dans le cadre de cette sensibilisation. Vous allez sur le site de l'ANS, c'est vraiment le site ressources. Donc on vous a mis le lien, c'est donc Agence du numérique en santé, mon espace santé. Vous tapez sur Google, je viens de tester, ça fonctionne. Et vous avez la page d'accueil Mon espace santé avec des entrées par type de professionnel de santé, établissement de santé, secteur médico-social, etc. Vous pouvez cliquer donc sur professionnel de santé et vous allez avoir soit comment est-ce que vous pouvez réaliser des démarches relatives à mon espace santé, soit comment sensibiliser votre patientèle. Dans l'onglet sensibiliser votre patientèle, vous avez un certain nombre de documents qui vous permettra de faire une promotion ou un accompagnement léger avec des affiches et des flyers ou bien de répondre à quelques questions. Enfin, vous avez donc la partie un peu plus dense, au-delà de la sensibilisation patientèle qui est plutôt, là, c'est un premier webinaire de sensibilisation. C'est comment est-ce que vous pourriez, rentrer davantage, dans les sujets, clés de mon espace santé. Il y a eu par exemple pas mal de questions autour de la traçabilité et de la confidentialité, de la responsabilité des professionnels de santé. Vous avez, toutes les réponses dans cet onglet-là, avec, notamment le deuxième fiche pratique qui s'appelle comprendre les règles et droits de gestion à mon espace santé. On vous encourage aussi fortement à regarder un guide de déploiement qui synthétise l'ensemble des ressources que nous avons produites. Honnêtement, je vous conseille d'aller sur le site et de prendre vos marques. Il y a vraiment énormément de ressources. J'insiste sur le fait que chacune des fiches est vraiment digeste et qu'elles sont assez courtes. Elles font 2 pages, maximum 3 pages. Enfin, si vous n'avez pas trop envie de lire, mais que vous préférez écouter, il y a aussi une plateforme de e-learning qui a été mise en place. Donc, là, vous avez la possibilité par thématique d'accéder à des formations. Donc, tous les mots un peu barbares, qu'on a entendus, là, depuis 1 heure, il y a un module relatif à donc l'INS. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, donc je vous encourage vraiment à aller le voir. Il y a un module relatif à mon espace santé, au DMP, etc. Je vais m'arrêter comme ça, on va avoir 2 minutes pour pouvoir traiter quelques questions claires et Sandra, je vous redonne la parole. Non, je pense que on voulait juste refaire un topo parce que c'est vrai que l'INS remonte énormément. Ce que vous a présenté Sandra, hein, je pense qu'il faut vraiment faire très attention parce qu'on ne parle pas de contrôle d'identité et c'est extrêmement important de le dire. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que si la personne refuse de présenter sa pièce d'identité, déjà, on lui demande de le faire une seule fois, ce travail de qualification. Et cette qualification, c'est vraiment la vérification de la conformité. C'est plutôt un contrôle de cohérence, en fait, entre moi, j'ai ma carte d'identité, je m'appelle Claire Vigier. En fait, moi, j'ai déjà regardé, j'ai énormément d'homonymes en France. Comment on s'assure qu'on envoie le document au bon patient? Ce qu'on veut absolument éviter, c'est les risques qu'on appelle nous de collision, d'envoyer les documents de santé. C'est quand même des données super sensibles à des personnes qui ne sont pas les bonnes et aussi qu'on consulte des données d'une mauvaise personne et du coup qu'on prenne peut-être une mauvaise décision si demain on s'appuie aux urgences sur le dossier spécifique et qu'on regarde dans mon dossier médical et qu'on s'est trompé de Claire. Donc, c'est vraiment cet enjeu. Et du coup, on ne contrôle pas du tout. Enfin, déjà, si la personne ne veut pas le faire, elle n'est pas obligée de vous montrer sa carte d'identité. Ça ne change rien à sa prise en charge. C'est un premier point. Et on ne vous invite pas du tout à forcer les gens. Enfin, c'est plus, il faut les sensibiliser et leur dire, si vous... Voilà, une fois, il faudra que je vérifie la cohérence. C'est plutôt la cohérence vraiment entre ces données d'identité administrative de l'assurance maladie, une fois vérifier le nom, prénom, les traits d'identité pour s'assurer qu'il y a une personne, c'est uniquement vous, là, c'est cette personne-là à qui vous allez verser les données de santé donc avec la pièce d'identité. Mais ça se fait une fois et la personne, si elle refuse, ça ne change rien à sa prise en charge, c'est juste qu'elle ne recevra pas ses documents de santé de manière dématérialisée dans mon espace santé. Donc, je pense que c'est hyper important parce qu'il y a eu énormément de questions et je pense qu'il y a vraiment, peut-être qu'on n'a pas été assez clair. On n'est pas du tout sur une logique de contrôle d'identité. C'est pas du tout, votre mission. Et deuxièmement, effectivement, il y a un sujet réglementaire et ça a été bien évidemment approuvé par le CNOM. Et on a fait aussi un travail, Sandra l'a présenté, d'adaptation de la procédure lorsque c'était
Alors, identité douteuse, c'est pas parce que la personne, c'est parce qu'on pense qu'il y a peut-être des fautes, notamment liées à l'identité administrative, hein, parce qu'il y a aussi, il y a énormément de gens qui sont connus sous aussi les noms d'usage versus le nom de naissance, et c'est ça qui permet de vérifier. Donc, c'est pour ça, douteux, c'est pas qu'on se pose des questions sur le fait que la personne ait un droit de séjour ou quoi que ce soit. Enfin, on n'est vraiment pas dans ce type de choses. On sait que c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on l'explicite. Et il y a aussi un sujet, c'est que demain, avec l'application carte vitale, on aimerait, qui embarquera cette identité qualifiée, c'est-à-dire qu'elle sera déjà embarquée. Ça permettra de simplifier, parce que en scannant, une fois pour toutes, vous n'aurez pas du tout besoin de faire cette démarche de qualification. Mais le travail de développement de l'application carte vitale n'est pas fini, donc on a une étape de montée en charge progressive, et on sait que c'est plus facile quand il y a des structures, des secrétariats. Après, ça peut se faire progressivement avec de la sensibilisation, et nous, on va aussi renforcer l'accompagnement. Oui, on sait qu'il y a des difficultés dans la base sur les personnes à l'étranger. Mais non, en aucun cas, le patient peut déposer plainte si on lui demande sa pièce d'identité, en aucun cas. Vous pouvez me répondre, M. Boisguerin, mais par le chat, je pense. Je vois qu'il y avait des questions. Les logiciels kiné, le site DMP Pro. Je ne sais pas si le site dmp.fr est indisponible. J'avoue que je le fréquente régulièrement et je n'ai jamais eu de problème d'indisponibilité. Mais après, comme tous les sites, j'imagine qu'il peut tomber de temps en temps. Alors, donc juste peut-être pour 2-3, on prend encore 1 ou 2 minutes peut-être pour les questions, et après, de toute façon, on renverra à toutes les personnes qui sont présentes peut-être des éléments sur les différentes questions. Sur la partie logicielle, alors effectivement, on l'a un peu présenté dans ce qu'on appelait, nous, le Ségur, la première vague, hein, c'est-à-dire que les hôpitaux, les laboratoires, la médecine de ville, la radiologie ont été, on va dire, la première vague d'évolution logicielle, avec le fait que l'alimentation elle soit automatique. Un certain disent ça nous rajoute. Donc, il y a cette partie INS, hein, on en est tout à fait conscient, qui rajoute quelque chose, et on est en train de retravailler avec les éditeurs pour que ce soit un clic, que ce soit le moins d'efforts possible. Mais après, c'est en fait quand vous appuyez sur imprimer l'ordonnance, normalement, ça fait le travail et ça fait l'envoi derrière. Donc, normalement, l'idée, c'est que ce soit sans effort. Après, il y a d'autres logiciels, et Sandra l'a présenté, qui n'étaient pas encore embarqués, parce qu'on essaie d'avancer petit à petit. Donc, on travaille maintenant avec les éditeurs. C'est pour ça qu'on vous a présenté la plateforme du WebPS, hein, qui vous permet déjà de faire des choses, de regarder le dossier médical si votre patient est d'accord, de pouvoir éventuellement saisir des informations. Mais ça va aussi venir dans les logiciels. C'est que c'est progressif, et c'est un travail qui est aussi assez important de faire en sorte qu'ils mettent en place tous ces connecteurs pour que ça se fasse de manière la plus transparente et avec le moins de bugs possible. Accès au DMP. Alors, je confirme que l'accès au DMP marche, hein, tout de suite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les ICPS, que maintenant beaucoup d'entre nous, professionnels, avons, on peut même consulter dmp.fr en mobilité. Et donc, sur le smartphone, je vous confirme que j'ai accès à mon DMP directement et que là, c'est fonctionnel. Donc, c'est assez pratique. Hein, d'ores et déjà, vous pouvez y avoir accès pour beaucoup d'entre vous et tester la façon dont ça fonctionne. Et vous verrez qu'il y a de plus en plus de documents qui sont alimentés. Et par défaut, les documents y arrivent, hein, sauf si le patient est opposé. Donc la biologie réalisée le matin a de bonnes chances de se retrouver l'après-midi au sein de mon espace de santé. Alors, il y a une question, il y a eu pas mal de questions concernant l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique, c'est une fonctionnalité socle, Ségur, qui concerne la réalisation d'ordonnances encore plus sécurisées que nos ordonnances classiques, même si on les signe, même si on a nos en-tête avec les RPPS et parfois les codes barres qui permettent d'identifier les finesses et la DI, on sait qu'il y a un certain nombre de fraudes concernant l'ordonnance numérique. Donc, il y a actuellement des déploiements qui sont en cours au sein des logiciels pour que depuis un logiciel médecin aujourd'hui et bientôt également pour les autres professions concernées qui font des prescriptions, on puisse, pendant qu'on est en train de faire son ordonnance, faire un appel au téléservice de l'assurance maladie ordonnance numérique qui vient sécuriser l'ordonnance par l'application d'un QR code qui permet de s'assurer de l'unicité de cette ordonnance. Et cette ordonnance est envoyée en parallèle du fait qu'on l'imprime et qu'on la donne au patient, elle est envoyée à la base ordonnance numérique. Elle peut également, en parallèle, partir au dossier médical partagé.
Derrière, quand le patient se présente avec son ordonnance papier à la pharmacie, il donnera donc son ordonnance au pharmacien avec un QR code et le pharmacien pourra donc voir que cette ordonnance présente un QR code et la retrouver également dans la base l'ordonnance de l'assurance maladie, cette base d'ordonnance numérique. Il pourra donc voir que cette ordonnance est bien unique et qu'elle n'a pas bénéficié d'une délivrance antérieure. Et donc, ça évite un certain nombre de pratiques dévoyées. Donc, actuellement, il y a un certain nombre de logiciels Ségur qui ont d'ores et déjà déployé l'ordonnance numérique. Donc, on a par exemple le logiciel Doctolib, le logiciel Crosswell, le logiciel Altis, depuis quelques jours Veda. Pour les autres, ils sont en phase de pré-série. Donc, c'est des tests supplémentaires qui sont réalisés par l'assurance maladie pour s'assurer que l'ergonomie est vraiment fluide de cette ordonnance numérique. Pour autant, si votre logiciel est Ségur et ne dispose pas encore de l'ordonnance numérique, vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre ordonnance au DMP, qui sera une ordonnance classique, mais sans le QR code. Et si vous n'avez pas de logiciel Ségur, pour l'instant, votre ordonnance ne partira pas au DMP à Mon Espace Santé, et vous la donnerez à votre patient classiquement. Donc, il y a des évolutions également légales en cours de l'ordonnance numérique. Bientôt, on n'aura plus besoin, si le patient n'en fait pas la demande ou n'exprime pas le besoin vous dit c'est bon, j'ai pas besoin du papier, envoyez directement à la base à Mon Espace Santé et à la base ordonnance numérique pour que le pharmacien l'ait. Bientôt, il n'y aura plus besoin du papier, c'est en cours sur le plan de l'évolution réglementaire. Il y a également une évolution, par exemple, pour qu'on puisse avoir besoin de n'imprimer sur qu'un seul type d'ordonnance, cette ordonnance numérique, aussi bien pour les 100% que les stupéfiants sur les ordonnances sécurisées ou les médicaments d'exception, pour que ce soit une seule ordonnance. Donc, quelques évolutions réglementaires autour de l'ordonnance numérique qui devraient faciliter les usages. Alors, bon, je vois qu'un certain nombre d'entre vous disent bientôt libéralisation de la médecine, on va faire du numérique et plus de clinique. Je crois que c'est assez faux. On gardera toujours le besoin de parler à notre patient. Une main sur le ventre d'une douleur abdominale restera importante. Pour autant, on voit à quel point ça nous rendra service d'avoir les documents en temps réel sans passer une heure à essayer de joindre l'hôpital d'à côté pour récupérer le compte-rendu d'hospitalisation ou le laboratoire pour la biologie, ou que le patient ait à transporter des classeurs avec des caisse de documents, quand on prend en charge de nouveaux patients, ils arrivent parfois avec des mallettes entières qu'on est obligé de trier. Donc, c'est sûr que le partage fluide des données de santé nous rendra service dans notre quotidien de professionnel, mais c'est également sûr que c'est assez nouveau, tout ça. Et donc, il est assez légitime qu'il faille un temps pour s'approprier tous ces usages. Et avec là, les évolutions qui doivent venir sont vraiment sur favoriser la consultation, faire en sorte que ce soit simple. Ouais. Voilà. Bon, on a peut-être pris pas mal de temps. Un grand merci pour votre... Désolée, on a dépassé l'heure. Pour votre présence. Vous recevrez normalement le replay dans la foulée, je crois, ou à minima la présentation, et on essaiera de repartager, de répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et on a bien noté l'idée de faire des webinaires plutôt spécialisés, parce qu'effectivement, en fonction des professions, il n'y a pas les mêmes mécanismes d'accès, les mêmes avancées des logiciels, mais on va essayer en tout cas de vous aider et de vous préciser tout ça. Et contrairement à ce qui a été dit, on essaie d'aller voir docteur Sandra Malak et médecins, mais surtout on parle à des médecins, je pense beaucoup, enfin médecins, je dis médecins, différents professionnels de santé. En tout cas, on essaie de le faire énormément et de ne pas rester, pour pouvoir adapter. Après, il y a des choses qui, on va dire, prennent plus de temps à s'améliorer sur le terrain. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre intérêt. Et on vous renverra aussi, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur le site e-santé que vous a présenté Marianne. On a essayé vraiment de produire énormément d'infos pédagogiques et simples. On sait que ça fait beaucoup d'éléments d'appropriation. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.